n'est peut-être pas très nombreux ce soir. C'est surprenant pour le sujet que nous allons traiter. Donc tout d'abord, pour éviter ce qui s'est passé dans la conférence, éteignez vos téléphones, puisqu'une personne avait le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner et n'arrivait pas à l'arrêter. Alors c'est un petit peu désagréable, on a dû interrompre la conférence pour quelques minutes. Pour les adhérents de l'association, il est fort possible que nous tiendrons notre assemblée générale le 26 mars à Gorbella, mais on vous donnera des précisions. La prochaine conférence, c'est le jeudi 10 mars, les écrivains américains à Paris dans l'entre-deux-guerres par Ralph Shore, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de la Côte d'Azur. Nous avons prévu un colloque sur la laïcité, en faisant en même temps hommage à André Tozel, qui était président de notre association, sur le thème « Repenser la laïcité » avec André Tozel. Là, pareil, on vous donnera quelques précisions, parce qu'on est en discussion avec l'université pour obtenir une salle, ça se fera à Saint-Jean-d'Angély normalement. Nous avons prévu aussi un hommage au mois de mai à Louis Brock, notre président honoraire, des Amis de la Liberté, et qui a été aussi à l'origine de la création de notre association. Là, pareil, on vous informera. D'autre part, la situation d'aujourd'hui est très inquiétante, avec le conflit Russie-Ukraine. Alors, on va essayer, je ne vous promets pas, mais certainement on organisera une conférence pour comprendre ce conflit qui peut se développer dans toute l'Europe. Donc sans dramatiser à outrance, nous avons prévu dans notre programme de ce semestre une conférence avec Pierre Villa, président honoraire du mouvement de la paix, les dangers d'une guerre nucléaire. Ce sera le jeudi 21 avril. Ce soir donc, notre ami Francis Congrous va nous présenter une conférence donc, sur le thème de la transition énergétique et écologique après la COP26. Là, nous voyons aujourd'hui tous les candidats au présidentiel en parlent, mais qu'en est-il exactement? Donc Francis, je te laisse la parole. Merci beaucoup Jean-Pierre, bonsoir à celles et ceux qui sont là. Alors il y a une actualité difficile, pénible, je pense que dans les têtes de chacune et de chacun, il y a quelque chose d'un peu inquiétant, et voire plus grave qu'inquiétant, qui fait que nous sommes tous un peu, je pense, un peu perturbés et secoués. Donc je représente la CGT au Conseil national de la transition écologique, CNTE. Il y a eu des appellations différentes depuis une dizaine d'années de ce type d'institution. Et donc il s'agit là de voir, d'examiner si cette question du changement climatique donne lieu ou pas à des décisions, à des chemins que nous commencerions d'emprunter, ou si on va dans le mur, pour le dire comme ça. N'hésitez pas à m'interrompre sur des définitions, des sigles, si je vais trop vite. J'espère intervenir une petite heure pour après laisser place à vos remarques, à vos questions. Et malheureusement, pour un problème d'adaptateur des nouvelles générations de Mac vers le HDMI, nous ne pouvons pas vous projeter, et j'en suis désolé, ce qu'on avait prévu de vous projeter, pour des problèmes d'incompatibilité de clés. Bon. Pour répondre directement à la question « Est-ce que nous prenons le bon chemin ou pas ?», le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, le GIEC, qui est une institution de scientifiques qui a été créée dès les années 90, au tout début des années 90, avant même la signature de la Convention mondiale climat, changement climatique. Là, nous sommes à Rio en 92. Tous les États de la planète signent d'une seule main la Convention mondiale lutte contre le changement climatique, la Convention pour la diversité biologique
et une troisième convention qu'on connaît un peu moins, qui est une convention de lutte contre la désertification. Tout ça est signé en 92 et donne lieu à des résolutions, des engagements dans un processus conduit par l'ONU. Donc, très récemment, vous avez entendu parler de la tenue de la conférence des parties à la Convention climat qui s'est tenue à Glasgow, en Écosse. Là, nous sommes en novembre 2021. Il y avait eu, dans ces historiques de conférences des parties, ce qu'on appelait les accords de Paris, conclus en décembre 2015, conférence des parties, la 21e. Vous voyez, c'est déjà une histoire longue, et malheureusement, nous n'avons guère le temps. Donc le GIEC alerte en signalant qu'il faudrait baisser les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25% d'ici 2025, nous avons 3-4 ans, au regard des niveaux qu'on a observés en 2019, pour espérer inverser ce qui est en cours, c'est-à-dire l'élévation des températures. Les accords de Paris, en 2015, mentionnent l'objectif d'être en dessous de 2 degrés de réchauffement et même d'être en dessous d'1,5 degré pour limiter, enrayer les effets du réchauffement climatique. On reviendra après sur ce que donnent les effets du réchauffement climatique dans un pays comme le nôtre. Mais en tout cas, pour rester en dessous de ces 2 degrés, il faudrait agir dans les 5 ans très très vite et très fortement pour réduire nos émissions. Alors les émissions de gaz à effet de serre, on en a tous à peu près, je pense, entendu parler. On parle souvent d'équivalent CO2. Donc le dioxyde de carbone, c'est 70% des gaz à effet de serre. C'est tout ce qui est lié à la combustion des énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz. Mais il y a également le méthane, le CH4, qui provient essentiellement de l'exploitation du gaz, mais aussi des élevages bovins. Le protoxyde d'azote, qui est un gaz avec ce qu'on appelle un effet radiatif donc de réchauffement sur le climat, plus puissant encore que le CO2, qui provient, lui, essentiellement d'un petit secteur industriel à l'échelle de la planète, la chimie du nylon, mais également des cycles agricoles dans les sols avec les apports azotés d'engrais. Et puis 3 gaz, 10 gaz fluorés, qui sont des gaz qui interviennent dans la fabrication des mousses d'isolation ou pour faire du froid dans les systèmes de clim. Gaz fluorés qui ont un effet radiatif également très puissant. Ça fait peut-être penser à l'affaire de la couche d'ozone, où un protocole qui a été signé à Montréal en 87 a permis, sur les 35 ans, d'enrayer la disparition progressive de cette couche d'ozone. Donc la reconstitution de cette couche qui a des effets bénéfiques vis-à-vis du rayonnement UV, des ultraviolets, là il y a une efficacité, on a interdit un certain nombre de gaz. Malheureusement, les HFC sont des gaz qui remplacent les CFC qui ont été interdits. Mais les HFC ont un effet radiatif, c'est-à-dire participent du réchauffement. Donc il faut aussi les éliminer progressivement. Donc, aujourd'hui, nous réduisons nos émissions dans un pays comme la France, qui représente 1% des émissions mondiales, ce qui n'est pas grand-chose dans l'ensemble des émissions émises. Nous arrivons à réduire environ d'1% par an nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est 6 gaz additionnés, donc en équivalent CO2. Et il faudrait, et il y a un consensus scientifique total sur ce point, arriver à réduire un rythme d'au moins 4% par an pour tenir l'objectif de rester en dessous du fameux 2 degrés de réchauffement. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de concentration dans l'atmosphère. Ces gaz se concentrent dans l'atmosphère, ont une durée de vie différente selon les 6 gaz, mais pour participer
la lutte contre le réchauffement, il faut réduire drastiquement dès maintenant, à l'échelle de la planète, pour voir des effets observables à partir de 2040. Il y a donc une inertie dans notre moteur climat, où la concentration des gaz à effet de serre produit des effets très longs, et pour inverser la machine, il faut réduire dès maintenant pour arriver à limiter la concentration passée. Voilà un peu ce qui se passe. Pour vous donner une image, hein, en 1950, on a environ 300 parties par million d'équivalent CO2 dans les couches de l'atmosphère. On en est à un peu plus de 450 parties par million. Et on est passé, vous voyez, donc 50, 2000 sur 50 ans. On a fait cette accélération de concentration. La population mondiale, au passage, on est à un peu plus de 8 milliards. On était 3 milliards en 1970. Donc toutes ces données intègrent une augmentation estimée de la population. Bon, notre pays, 66 millions, va passer en 2050, selon toutes les meilleures études des démographes, à un peu plus de 72 millions. Donc ça, on voit à peu près où on va au niveau de la démographie. Et maintenant, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'est-ce qu'il convient de faire pour inverser cette courbe. Alors, principal responsable des gaz à effet de serre, on l'a compris, ce sont donc l'ensemble des combustibles fossiles, charbon, gaz, pétrole. C'est 81% dans le monde des sources énergétiques, ce sont des combustibles fossiles. Donc l'impératif, c'est sortir le plus rapidement possible des combustibles fossiles. C'est un objectif qui peut être atteignable par les pays les plus développés technologiquement. On va y revenir. Mais bien penser qu'à l'échelle de la planète, pour beaucoup de pays qui dépendent essentiellement pour leur électricité, par exemple, du charbon, qui est la première source de fabrication d'électricité à l'échelle de la planète, c'est encore plus difficile. Donc ça, ce sont les émissions, et il faut également penser qu'on a affaire évidemment à un phénomène mondial. L'action dans un pays a du sens, mais un sens très limité. Et donc, il y a ce qui s'appelle l'empreinte carbone. Les émissions, c'est ce qui est produit dans un pays. Dans un pays comme le nôtre, l'empreinte carbone est 1,7 fois plus importante que les émissions comptabilisées pour la France. Pour quelle raison? L'ensemble de nos importations de produits manufacturés, tout ce qu'on consomme, est de plus en plus importé. Sur la longue période, la valeur ajoutée industrielle pour un pays comme le nôtre est passée en 40 ans de 23% dans le produit intérieur brut à un petit 11%. Donc nous sommes un pays massivement désindustrialisé, on importe énormément. Mais cette importation a deux conséquences. Il y a bien sûr les émissions auxquelles on peut penser du transport avec les fuels, les soutes maritimes, les camions, les avions, donc tout ça c'est du CO2 en plus, mais également les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites dans les pays où on fabrique, où on extrait des matières avec beaucoup d'énergie, où on fabrique des biens manufacturés, puis on les importe. Et donc l'efficacité, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie utilisée pour produire quelque chose, cette efficacité énergétique, on parle aussi parfois d'intensité énergétique, varie selon les pays. Plus on est technologique et innovant, plus on arrive à avoir une combinaison efficace en utilisant moins d'énergie. Et ça est inégalement réparti à l'échelle du monde. Donc l'empreinte carbone de la France est 1,7 fois plus que nos émissions territoriales. On est à 450 millions de tonnes
équivalent CO2 par an en France pour l'année 2020, qui est la dernière année bien mesurée et certifiée. Et on est à un peu plus de 700 quand on ajoute l'empreinte, quand on mesure l'empreinte, donc les émissions des importations en enlevant nos exportations. Voilà le calcul auquel se livrent les organes un peu de la Convention climat pour mesurer le qui fait quoi. Et également pour vous donner les distributions à l'échelle des pays selon le produit intérieur brut et les émissions par habitant, en France, nos émissions par habitant, c'est un peu plus de 5 tonnes par an par habitant. Si on est en empreinte, c'est 11 tonnes équivalent CO2 par an par habitant. Les USA ont des émissions de l'ordre de 15,5 tonnes. Vous voyez, on est par rapport à nos 5,6 tonnes par an par habitant, on est au moins de l'ordre de 3 fois plus. La Russie est à 12,2, le Japon à 10,4, et il faut bien sûr penser à d'autres pays sur la planète qui sont à des niveaux comme 2 tonnes. Le GIEC dit qu'il faudrait, dans un idéal, avoir 2 tonnes d'équivalent CO2 par an par habitant. Le Sri Lanka est à 1, un petit 1. Et cette empreinte et ces émissions ramenées aux habitants, croisées avec le produit intérieur brut, ce sont aussi des choses inégalement réparties au sein même des pays. Vous avez peut-être entendu parler d'une étude récente qui indique, et si on raisonne en revenus par habitant, vous savez, il y a 10 déciles, si on prend les revenus, les inégalités de revenus. En gros, les 2 déciles les plus riches émettent plus de la moitié des émissions. C'est le cas en général pour tous les pays. C'est aussi vrai pour un pays comme le nôtre. On le comprend peut-être intuitivement, les trajets en avion. Vous avez 25% de la population désormais qui prend l'avion, plus ou moins. Dans ces 25% de gens qui prennent l'avion par rapport à ceux qui n'en prennent pas, vous avez des gens qui font 10 voyages par an, 15, 30. Et là, ils ont explosé leur compteur d'émissions de CO2 par habitant. Autre concept également, celui de la sobriété. On va y revenir aussi. Donc sobriété, il y a l'efficacité énergétique, c'est-à-dire sortir des fossiles, utiliser le moins possible d'énergie pour avoir la même satisfaction de besoin. On pense bien sûr au progrès obtenu dans l'électroménager. Des facteurs 10, on consomme 10 fois moins pour les produits les plus élaborés, une machine à laver le linge, que c'était le cas il y a 40 ans. Et en même temps, il y a l'efficacité et la sobriété. Mais c'est aussi, par exemple, isoler nos bâtiments, évidemment. On y reviendra aussi. L'isolation, donc conserver, maîtriser l'énergie, mieux l'utiliser et sortir des fossiles. Voilà, des énergies fossiles. Voilà en gros, il faut faire feu de tout bois. On n'a pas le choix. Il faut à la fois être plus sobre, plus efficace, changer notre mix énergétique et changer nos façons de produire et de consommer, voire de vivre. Donc voilà un peu ce que vous voyez dans les débats, dans les prises de position des uns et des autres sur ces sujets. Un mot peut-être, contrairement à une idée reçue, le mix énergétique français, c'est-à-dire la manière dont est produit et utilisée l'énergie, nous n'avons pas une majorité d'usage électrique. Nous sommes majoritairement avec des énergies fossiles. Le pétrole intervient pour 43% de notre mix énergétique, le gaz pour 19%,
le charbon pour 1%, l'électricité ne joue que pour 25%, l'ensemble des énergies renouvelables thermiques 10% et la chaleur 2%. Nous sommes là dans ce qui s'appelle en énergie finale. L'énergie finale, c'est ce qui est utilisé et mis à disposition des industriels qui consomment de l'énergie, des ménages, de nous tous. Par opposition à ce qui s'appelle l'énergie primaire, qui est une énergie disponible avant sa conversion et sa mise à disposition pour l'utilisateur final. Je m'explique. En énergie primaire, on est à 47% fossile, alors qu'avec les chiffres que je vous ai donnés, on est très majoritairement fossile en énergie finale. En énergie primaire, là, le nucléaire joue un rôle à 40%. Mais en énergie finale, il ne va plus jouer que dans une partie des 25% d'électricité. Et dans ces 25% d'électricité, il y a ce qui s'appelle après le mix électrique, qui est encore autre chose. Donc, les sources de notre mix électrique en France, qui est tout à fait particulier par rapport à la plupart des pays, c'est donc un nucléaire qui est, selon les années, à 71, 72, 70%. Je l'expliquerai après ces variations. Une hydroélectricité, donc l'énergie hydraulique, qui est un peu moins de 12%. L'éolien, qui va atteindre 7%. Le solaire, qui va atteindre 2,5%. Là, on était à 2,3% dans la dernière année. On distingue, donc voilà les sources, nucléaire très majoritaire, hydroélectricité, puis l'éolien, qui monte doucement, le solaire, qui monte un peu plus vite dans les dernières années. On distingue aussi dans ces énergies renouvelables, celles qui sont pilotables, par exemple l'hydraulique, qui a une grande souplesse d'utilisation, au sens où on peut mettre sur le réseau instantanément quasiment plus ou moins d'électricité, avec le stockage de l'eau, et des énergies plus intermittentes, on le sait bien, moins pilotables, pas pilotables, que sont l'éolien, qui dépend évidemment du vent, et le solaire, qui dépend du soleil. Donc la particularité de notre mix énergétique est qu'il est un peu moins fossile, mais majoritairement fossile. Par contre, notre mix électrique est décarboné, donc sans combustible fossile, à plus de 90%. Pour gérer ce qui s'appelle la pointe, c'est-à-dire le moment où l'ensemble des usagers consomment plus d'électricité, on pense bien sûr à l'hiver, on pense à la tranche horaire 18-21 heures, les gens réchauffent leur repas, font chauffer leur eau, on prend des douches, même chose sur la pointe du matin. On a besoin donc d'une base pilotable, donc pour équilibrer l'offre et la demande pour la sécurité électrique sur le réseau. Et donc dans cette base pilotable, nous avons en France cette chance d'avoir une base très décarbonée. Alors, comment sortir des combustibles fossiles? Comment répondre aux besoins d'une population qui croît en France un peu plus vite que la plupart de ses voisins européens? Comment être sobre? Comment être plus efficace? Et comment changer nos modes de vie pour s'assurer que nous réduisons nos émissions? Vous avez peut-être entendu parler donc d'une trajectoire qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, qui fixe un objectif pour 2050 d'une baisse considérable de nos émissions, de manière à tenir cet objectif de lutte contre le réchauffement climatique. Cette stratégie nationale bas carbone, elle prévoit des efforts qui sont à entreprendre par tous les secteurs de l'économie. Le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre dans notre pays, ce sont les transports, avec un peu plus de 30%, qui sont extrêmement liés à la consommation du pétrole raffiné, donc de l'essence et du diesel.
Au sein de cela, vous avez le transport routier de marchandises qui, par rapport au fer, occupe 90% des transports de marchandises. En pensant aussi à l'explosion dans les 10 dernières années des petits véhicules, les camionnettes, vulnes, les véhicules interlégers, qui, notamment dans la logistique des derniers kilomètres, de l'explosion des commandes par Internet, aboutit au fait que donc plus de 90% de nos marchandises sont transportées par la route. Le fer s'est écroulé. Sur 30 ans, il a été divisé par 2. On est à un petit 10%. Et le chouïa, les 2% qui se discutent, c'est le fluvial qui s'est écroulé sur la longue période, mais qui se redresse dans les 2 dernières années. Donc, par exemple, pour le secteur des transports, on voit bien que la réponse qui pose problème, c'est bien sûr la reconquête du fret. Objectif à peu près maintenant admis par tous, il faudrait en 15 ans doubler la part de fret ferroviaire, ne serait-ce qu'être au niveau des Allemands sur le fret ferroviaire, c'est-à-dire être à plus de 20, être à 25% du fret ferroviaire. Vis-à-vis des transports individuels, donc nos transports à nous, plusieurs remarques. Vous entendez évidemment des discussions sur le véhicule électrique. Le véhicule électrique, c'est donc des batteries, c'est donc une utilisation électrique avec des besoins électriques qui augmentent, et tout dépend bien sûr de savoir si, l'électricité est décarbonée ou pas, pour recharger les batteries, 2, dans le cycle de vie de fabrication des batteries, vous avez la moitié des émissions de gaz à effet de serre d'un véhicule électrique. C'est-à-dire l'extraction, vous le savez, lithium, cobalt, de matières premières qui sont réparties sur 4-5 pays, puis l'énergie utilisée pour fabriquer les cellules et assembler les cellules de batterie, et les acheminer ici. Alors bien évidemment là, fabriquer ici des cellules de batterie, il y a donc 3 investissements en France prévus, avec une aide assez massive de l'Union européenne et du gouvernement, c'est déjà un progrès, mais ça ne fait pas le tour de la question des tensions très vives qui vont affecter des terres rares, des métaux précieux, mais également se pose la question du système de transport. Si les plus de 35 millions du parc existant de véhicules sont dans 20 ans 35 millions, 40 millions de véhicules électriques, nous n'aurons pas forcément amélioré nos conditions de mobilité en ville. Il y a un encombrement, il y a un poids, il y a un cycle de vie des batteries, donc les réemployer, les recycler au maximum, mais tout n'est pas recyclable, quoi qu'on en dise. Une partie des alliages et des métaux ne pourront pas être réemployés dans les batteries, mais en tous les cas, il faut s'en occuper. Il faut au maximum économiser les matières. Mais donc, c'est bien de système de transport aussi dont on doit parler. C'est-à-dire penser à une logique où, quand on est très mal desservi dans des zones extrêmement rurales, il est probable que là, il y a une solution de transport à la demande en petit véhicule électrique qui peut jouer son rôle. Et dans nos métropoles, et le phénomène de métropolisation dans les 15 grandes métropoles dans un pays comme le nôtre continue à monter. On parle beaucoup de départ à la campagne, de revitalisation des bourgs, mais la déprise agricole continue quand même. Pour donner un exemple, on a divisé par 3 entre 80 et 2020 le nombre d'agriculteurs. C'est dire quand même que le mécanisme de désertification rurale continue de produire ses effets. Donc des systèmes de transport qui répondent à différentes demandes. Donc des transports collectifs, au maximum dans les villes, sur une énergie non carbonée, on le voit bien,
Ce sont des tramways pour l'essentiel, qui se développent dans notre pays enfin. Des trains express régionaux, qui malheureusement sont dans une situation à la fois d'exigence de rentabilité, de qui paye l'entretien des voies dites secondaires, parfois même encore de désélectrification pour certaines lignes secondaires. Les choses ne sont pas gagnées, plus la mise en concurrence qui détruit le système. Pour les transports longue distance, on voit bien là que le train à grande vitesse est une bonne réponse, mais il ne répond pas à toutes les dessertes fines des territoires. On va donner l'exemple de Nice, mais le débat initié il y a 20 ans pour la liaison grande vitesse disons de la métropole Nice, Provence-Côte d'Azur fait toujours débat sur son tracé. Le dernier schéma gouvernemental, c'est encore 25 ans de travaux en 3 étapes, dont la dernière même n'est pas arbitrée, s'agissant du tracé. Donc c'est des investissements très lourds qui regardent bien sûr, qui nous regardent tous, citoyens, les collectivités locales, l'État, la SNCF, étant elle-même extrêmement mise en difficulté par les phénomènes à la fois de concurrence sur les coûts de la route, étant mise en difficulté par les concurrences d'opérateurs qui viennent sur le réseau en rentrant sur du dumping social. C'est essentiellement la question des charges sociales et des salaires. C'est là-dessus que des concurrents vont prendre un marché et vont peut-être disparaître dans 5 ans. Donc c'est un gros souci pour planifier un développement, une reconquête du ferroviaire dans notre pays. À la CGT, on a des idées assez claires sur le type de plan de reconquête ferroviaire qu'on doit avoir avec les moyens d'aménagement nécessaires du territoire. Donc voilà, et pour la marchandise, j'en ai un peu parlé, pour le passager, dernier problème, celui du transport aérien. Le transport aérien, bien sûr, dépend entièrement de combustibles fossiles. Donc là, les solutions pourraient consister à agir sur 2 niveaux. On peut dire, on va décarboner le kérosène. En gros, les filières là sont soit une incorporation beaucoup plus grande de biocarburants d'origine végétale, mais ça pose des problèmes en volume de production végétale. C'est la même chose pour les véhicules, ce qui s'appelle l'incorporation de biocarburants. On pourrait se dire aussi on va avoir des avions électriques. Là, toutes les données montrent que c'est mal parti. Et il y a l'hydrogène. L'hydrogène pose aussi des problèmes. Comment est-il fabriqué? On distingue ce qui s'appelle un hydrogène qui est obtenu à partir de combustibles fossiles. Aujourd'hui, en France, on utilise de l'hydrogène essentiellement pour faire de l'engrais. Et dans d'autres utilisations chimiques, cet hydrogène, il s'appelle l'air liquide, c'est une grosse compagnie, Total fabrique de l'hydrogène, il est obtenu à partir de produits fossiles, de pétrole et de gaz fossiles. Donc pour cela, pour faire de l'hydrogène avec des électrolyseurs qui vont électrolyser l'eau pour produire H2, l'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité décarbonée. Et ce que montrent un petit peu les travaux depuis plusieurs années, et c'est aussi des choix sociétaux et économiques, c'est qu'il n'est pas très efficace au plan de l'énergie de faire de l'hydrogène dans nos voitures, dans nos petits véhicules, dans les camionnettes, y compris même dans les poids lourds. Et l'idée, c'est quand même de réserver l'hydrogène décarboné, produit donc par une électricité décarbonée, dans les usages lourds, c'est-à-dire l'engrais et d'autres utilisations industrielles. C'est la même chose pour un secteur comme la sidérurgie, qui est un énorme émetteur de gaz à effet de serre. Donc là aussi, l'utilisation directe de l'électricité et de l'hydrogène sont 2 facteurs puissants qui permettent d'avoir un enrichissement du minerai, une production d'acier quasiment décarbonée. Là aussi, ça suppose d'énormes investissements industriels et
il y a un certain nombre d'annonces qui vont dans ce sens. Je viens peut-être maintenant à la question des besoins entre sobriété, efficacité et sortir des fossiles. Il y a un besoin de production électrique. Il y a vraiment aujourd'hui un consensus total sur l'idée qu'il faut développer l'usage électrique. Le débat porte sur de combien il faut en plus d'électricité, et une électricité bien sûr décarbonée. Pour cela, le réseau de transport d'électricité RTE a produit à la demande du gouvernement 6 scénarios sur les possibles énergétiques à l'horizon 2040, 2050, 2060, en moyennant à 2050. Il est à peu près acquis qu'il faut développer l'usage électrique. Parmi les 6 scénarios qui ont été considérés, on a pris aussi en compte les hypothèses et les paris d'investissement sur les trajectoires d'utilisation. On parle aussi de consommation. On consomme, on produit, mais il ne s'agit pas de produire pour produire, il s'agit de voir quel type d'électrification plus ou moins rapide peut être fait, quelle efficacité énergétique on va obtenir en utilisant mieux l'énergie. Est-ce que l'hydrogène, l'une également des variantes, peut être plus ou moins poussée avec de l'électricité? Et tout ça a donné lieu donc à un choix de scénario de référence qui donnerait 645 TWh en 2050 de production électrique. Par rapport à aujourd'hui, ce serait de l'ordre de 20% d'électricité en plus, 20 à 30% selon les scénarios, mais en moyennant à 640. Vous avez d'autres hypothèses qui seraient par exemple celle d'une très grande sobriété. La très grande sobriété donnerait lieu à quelque chose de l'ordre de 550 TWh, comparé aux 645. Mais si vous voulez également réduire l'empreinte carbone, c'est toute cette question des importations de biens manufacturés. Donc relocaliser et réindustrialiser, c'est ce à quoi pousse la CGT, à la fois pour des raisons de valeur ajoutée, d'emploi, et donc je rappelle aussi de réduction de l'empreinte carbone, mais aussi des émissions, de faire les deux en même temps. Là, réseau transport électricité, RTE, préconise dans un scénario de réindustrialisation profonde 750 TWh, donc plus 105 par rapport au scénario moyen de référence de 640, et donc plus 200 par rapport au scénario très sobre, 550, pour vous donner les ordres de grandeur qui sont en jeu. Il y a également des variables qui sont une électrification plus ou moins rapide. Là, on pourrait avoir 700 TWh produits et nécessaires en 2050, ce qui veut dire en gros que les secteurs utilisateurs, l'industrie, auraient une beaucoup plus grande consommation d'électricité pour sortir du fossile, que dans les logements, le résidentiel, on aurait également de l'ordre de 134 TWh consommés, l'industrie 180 TWh, les bureaux, le monde des entreprises de l'ordre de 113 TWh, le transport 100 TWh, et l'hydrogène, surtout dans les usages lourds industriels, nécessiterait 50 TWh de consommation électrique. RTE a aussi fait varier ses modèles en retenant l'idée d'une plus grande utilisation de l'hydrogène, par exemple dans les transports. Donc là, ça nécessiterait, et dans l'industrie bien sûr, là il y a une sorte de fait acquis qu'il faut se tourner vers l'hydrogène dans l'industrie. Là, on aurait 750 environ TWh d'utilisés. Si on en vient à la production et aux choix possibles, donc là,
RTE a fait varier 6 scénarios en faisant varier les coûts de production sur les tendances observées, en extrapolant ce que donnera les prix des énergies aux horizons 2040-2050. Et donc là, vous avez un scénario dit M0 avec 100% d'énergie renouvelable. Donc je rappelle, l'hydraulique, un petit 12%, l'hydroélectricité ne pouvant pas se développer en France énormément, l'hydroélectricité des barrages au fil de l'eau, pour des raisons écologiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas multiplier les barrages, en particulier pour toutes les zones les plus favorables avec de fortes déclivités. Dans les zones de montagne, le pays est à peu près équipé. Il y a d'ailleurs un souci, c'est celui de la sûreté, du renouvellement et de la surveillance des gros barrages alpins, massifs central et pyrénéens, qui sont en général à 70 ans d'investissement, au bout de 70 ans. Il faut les surveiller, ces barrages. Il faut parfois réinvestir sur la sécurité. Donc l'hydroélectricité n'aurait pas un grand développement. Ce qui peut être fait en lien avec l'hydroélectricité, c'est ce qui s'appelle des stations d'énergie par pompage. C'est-à-dire que c'est un bon moyen de stocker de l'électricité, c'est stocker de l'eau. Ouais. Et de faire circuler cette eau au moment où on en a besoin. Vous avez ça, donc des conduites forcées dans les Alpes entre des lacs artificiels, des centrales hydroélectriques. Vous pouvez faire circuler comme ça le pompage, ce qui est un bon moyen de tenir les niveaux d'électricité pilotables à la demande. Mais les limites, là aussi, je le rappelle, c'est aussi les effets du réchauffement climatique sur les stocks et les masses d'eau, qui sont de plus en plus sensibles dans les périodes d'étiage, l'été, au phénomène de réchauffement. Donc le M0, 100% d'ENR, d'énergie renouvelable, le solaire ferait 208 gigawattheures, donc il se démultiplierait complètement. L'éolien terrestre, 75 gigawattheures, et l'éolien en mer, 60 gigawattheures. Sur l'éolien en mer, je rappelle donc que par rapport aux programmations faites en 2010, il y aura peut-être un parc éolien en mer en France l'année prochaine. Il y a donc 10 parcs éoliens programmés, essentiellement sur les versants atlantiques, Manche, mer du Nord, et pour la Méditerranée, nous en sommes plutôt à la recherche-développement pour localiser 5-6 parcs éoliens avec l'idée, compte tenu de la typologie des fonds marins méditerranéens, en pariant plutôt sur la technique dite de l'éolien flottant plutôt que posé au fond, dans les fonds marins. Mais l'éolien actuellement flottant est au stade en recherche-développement. Nous n'avons pas encore de gros parcs éoliens flottants. Nous avons donc déposé en mer du Nord, en Écosse, en Allemagne, et se développeront de toute façon en France un certain nombre de grands parcs éoliens, étant espéré qu'il faudrait faire 1 à 2 gigawatts par an d'ici 2030. Deuxième scénario, 87% d'énergie renouvelable, le reste étant du biogaz qui produit plus ou moins d'électricité. On reviendra juste, si vous voulez, dans la discussion sur qu'est-ce que c'est que le biogaz. Un troisième scénario avec, pareil, de l'ordre de 87% d'énergie renouvelable, mais plutôt en système de grands parcs de production et pas disséminés sur le territoire. Puis un scénario avec 25% de nucléaire et 75% d'énergie renouvelable. Donc un nucléaire qui serait plutôt un nucléaire nouveau, avec la fermeture des réacteurs existants dans les 20 ans. Donc là, il y aurait 13 gigawattheures de nucléaire comparé avec du solaire à 120 gigawattheures, de l'éolien terrestre, j'en ai parlé, 58 gigawattheures, et de l'éolien en mer, et du solaire avec 45 gigawattheures. Un deuxième scénario où là, on aurait 63% et pas 75% d'ENR, donc des énergies renouvelables, et
plus de nucléaire nouveau, pour 23 gigawattheures de nucléaire nouveau. Et enfin, un sixième scénario, dit N03, où il y aurait 50% d'énergie renouvelable et 50% de nucléaire, avec un nucléaire qui serait à la fois composé de prolongation au maximum de la durée de vie des réacteurs existants et du nouveau nucléaire. Alors, actualité peut-être, vous indiquez que le 10 février à Belfort, en visitant l'usine Alstom Arabelle, des turbines, qui va enfin être rachetée, sachant que le président Macron, dans son discours le 10 février, a oublié de dire que c'est lui qui avait vendu les activités énergétiques d'Alstom à General Electric. General Electric Europe, dirigé par Jérôme Pécresse, le mari de Valérie. Je ferme la parenthèse. Mais pour vous indiquer que, dans son discours, donc le président Macron dit c'est dramatique, nous n'avons pas maintenu les compétences industrielles utiles à la filière nucléaire pendant 25 ans, il faut s'y remettre, et donc annonce là 6 EPR, donc 3 paires de réacteurs eau pressurisés, donc 2 PR de génération 2, qui sont par rapport à l'EPR qui se construit à Flamanville, aux 2 EPR qui tournent à Daichang en Chine et à l'EPR finlandais qui devrait être branché au réseau le mois prochain, en mars, et aux 2 EPR qu'EDF construit en Angleterre à Hinkley Point, l'EPR2 étant un peu différent de l'EPR en construction à Flamanville, au sens où il doit tirer les leçons de l'EPR de Flamanville, en termes de génie civil et de construction et de conception de la machine. Puisque l'EPR de Flamanville, c'est, on le sait, quasiment 20 milliards et 10 ans de retard. Parmi les leçons que la CGT tire, qu'elle a tirées depuis au moins 5 ans, notamment quand on a discuté de la question de Hinkley Point et de la construction par EDF de PR britannique sur le sol anglais, c'est que la cascade de sous-traitance, la perte des compétences sur l'ingénierie est telle que nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis très très longtemps sur le renouvellement générationnel. Bon, il se trouve que je suis jeune retraité depuis janvier 21, ça fait maintenant déjà une bonne année, et donc on voit bien que ne pas construire pendant 20 ans de nucléaire pose un gros problème d'expérience. Certes, on a pu se faire la main dans d'autres pays, mais ça ne suffit pas à tirer toutes les leçons. Donc le PR2, ce serait donc 3 paires à Panly, sur les côtes, au Bugey, ou à Tricastin et à Gravelines, dans les Hauts-de-France. Donc il y aurait 3 fois 2 EPR qui pourraient être livrés dans le rétro-pédalage qui est fait par EDF, qui devrait être soumis au débat public. C'est l'idée qu'on pourrait livrer ce courant issu de ces EPR deuxième génération en 2035. Mais pas avant. On est en 2022, donc vous voyez la quadrature du cercle. Là-dessus, donc nous, CGT, nous posons comme condition qu'il y ait bien évidemment une EDF 100% publique et renationalisée, en charge non seulement de la sécurité des réseaux, mais aussi de la garantie de prix corrects et de ne pas dépendre des prix de marché. Actuellement, le calcul du prix de l'électricité, c'est donné par une formule mathématique d'une directive qui s'appelle marché d'électricité, une directive de l'Union européenne,
qui nous indexe, qui calcule la formule de prix de vente sur le marché, comme celui du coût du kilowattheure appelé dans l'heure sur le réseau. L'électricité est un marché qui s'achète heure par heure, d'où l'idée extraordinaire quand même du gouvernement, dans l'un de ces gestes d'urgence pour essayer d'amortir le choc de l'explosion des prix de l'électricité comme du gaz, ça a consisté à demander à EDF d'augmenter la part de courant qu'elle doit vendre à ses concurrents, hein, les 40 et quelques entreprises qui vendent de l'électricité. On pense bien sûr à Total Énergie, à nos voisins d'Eni, parce qu'on n'est pas loin de la frontière, mais à plein d'autres qui n'ont pas investi grand-chose pour produire, commercialisent l'électricité. Et donc le gouvernement a imposé à EDF de passer de 20 à 25% en volume la production électronucléaire au tarif de 40 € le mégawattheure. Le marché étant actuellement à 300, 400, 500 € le mégawattheure selon les heures et les jours. Et EDF donc doit leur vendre un quart. Donc ce qui s'appelle le tarif du nucléaire historique, la REN, qui est un mécanisme qui a été négocié avec la Commission européenne, qui enfonce complètement EDF, là, qui lui coûte 8 milliards pour la dernière période, compte tenu des décisions de ce gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement a refait un chèque énergie, hein, qui est maintenant aujourd'hui à 150, donc a remis 150 € pour 6 millions de gens les plus fragiles économiquement. Et c'est donc des mesures extrêmement de court terme. Or, nous disons qu'il faut absolument considérer l'électricité comme un bien commun qui relève de toute la société, dont le périmètre du service public doit être débattu par le Parlement. Il y aura un débat au Parlement sur la base d'un projet de loi au printemps 2023 pour que le pays redécide sa programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc c'est des périodes de 5 ans qui nous emmènent au moins jusqu'en 2050. Également revalider sa stratégie nationale bas carbone au vu des éléments que j'ai pu vous indiquer, donc des choix très importants à opérer. Et enfin, ne pas oublier le plan national d'adaptation au changement climatique, les inerties des phénomènes climatiques avec la concentration des gaz dans l'atmosphère étant telle qu'il y a des effets inéluctables liés au réchauffement qui sont pour un climat tempéré comme le nôtre, le fait qu'il y ait les épisodes de canicule qui augmentent en fréquence dans l'année et en intensité, que les régimes des précipitations se modifient, très très forte pluviométrie à certains moments, donc les épisodes d'Icévenol, ou si on prend ici la manière dont les Alpes se jettent dans la mer avec l'accélérateur des phénomènes de précipitation, on aura des phénomènes, vous avez connu la Roya évidemment, et des phénomènes plus violents qui vont se répéter plus fréquemment, donc intensité et fréquence, de toute façon. Une sensibilité aussi des milieux végétaux, forestiers, aux épisodes de sécheresse ou de pluie intense avec des risques, des ruissellements accentués. Un exemple, dans les forêts de l'Est de la France, en dehors des problèmes de maladies et de champignons dus à une variation plus grande des précipitations et au renouvellement des épisodes de canicule, le fait qu'on conçoit des systèmes du type massif de l'Estérel, des morts dans les forêts de l'Est de la France vis-à-vis du risque incendie. Ce qui est sans précédent, ce qui est inimaginable. Alors bien sûr, après il y a le débat des cerises, des cerisiers, les Anglais qui vont faire du vin, de la vigne, enfin oui, donc des conséquences extrêmement importantes sur le cycle végétal. Enfin, doit être publié dans le courant de l'année 2022 les résultats de toute une somme de travaux sur le cycle du bois et de la forêt. Il est déjà à peu près avéré qu'un certain nombre d'espèces forestières ont leur cycle de croissance modifié.
par les effets perceptibles du réchauffement. Je vais peut-être m'arrêter là pour vous laisser intervenir, me questionner. J'espère ne pas avoir été trop jargonnant et essayer de vous donner à penser des choses qui sont devant nous et qui sont immenses à opérer. Voilà. Merci. Merci Francis. Je crois que tu nous as apporté un éclairage très intéressant. Donc, si... Ah, monsieur... Bonsoir à tous et à toutes, et bonsoir monsieur, merci à vous pour cet exposé très clair. Alors, puisqu'on est à Nice, on va parler un peu de Nice. Je suis du collectif Citoyen 06, on travaille beaucoup sur le plan climat, donc on est un peu dans les chiffres. Je sais que ça insupporte nos élus. Je ne sais pas s'il y en a. Le constat qu'on fait, puisque la question c'est est-ce qu'on est bien parti pour la transition énergétique, après la COP26. Si on peut faire un petit focus sur la région PACA, qui émet à peu près entre 33 et 35 millions de tonnes à l'année, eh bien, les derniers relevés d'Atmosud ont montré que les gaz à effet de serre ont augmenté de 2,4% en un an, au lieu de réduire, comme vous l'avez dit, suggéré, de 4 à 5%, voire plus. On les a augmentés de 2,5% entre 2018 et 2019. Ce sont les derniers chiffres. Ici, à Nice, sur la métropole de Nice, on est à 1,8 million de tonnes. Donc, ça paraît peu, mais c'est quand même significatif. Christian Estrosi s'est engagé à réduire de moins 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, c'est-à-dire dans 8 ans. Et on constate quoi? Qu'on est sur une pente, comme vous l'avez dit, à peu près d'1% par an en ce moment, au lieu des 4 à 5%. Donc déjà, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Deuxième point, Christian Estrosi lui-même soutient le projet d'extension de l'aéroport de Nice qui, si on intègre les demi-croisières et les LTO, va représenter plus de 200 000 tonnes. Plus de 200 000 tonnes. Alors qu'est-ce qu'on nous vend ici? Vous remarquez dans Nice Matin les pleines pages sur l'extension de la promenade du Paillon, 1500 arbres. Alors on nous dit 1740 tonnes préservées au niveau CO2, en fait c'est plus près des 40 tonnes par an. Donc on fait un flanc de communication sur 40 tonnes de CO2, alors qu'il faut en réduire de 1 million de tonnes ici à Nice d'ici 2030. Vous voyez, c'est pour dire, il est peut-être temps qu'on se réveille en tant que citoyen, parce que la communication manifestement n'est pas raisonnable. Donc la question, si vous voulez, c'est qu'en France, on n'est pas sur la trajectoire, mais ici, en tout cas, c'est certain, on ne l'est pas du tout, ni au niveau de la région PACA. Qu'est-ce qu'on peut faire, à part saisir la justice pour mise en danger des générations futures, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les contraindre à prendre des vraies mesures? Et ici, vous disiez 30% pour le transport, on est à 55, 60% sur le transport ici à Nice. Hein. Donc il faut agir sur le transport. Métropole. Métropole, absolument. Voilà, j'arrête là. Merci. Oui, bonjour. Moi, je vais peut-être sur un sujet un petit peu plus général. Quand on parle d'un vrai besoin d'électricité décarbonée, actuellement, je sais qu'il y a, puisque c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire c'est chez moi, il y a un projet qui s'appelle le projet ITER. Et je voudrais savoir ce que ce projet ITER, qui devrait commencer à se mettre effectivement en place en 2050, il est actuellement en cours de construction, exactement de quelle manière il pourrait être utilisé justement dans la vie de tous les jours et dans la vie des industries pour arriver à pallier ce besoin d'électricité décarbonée. Parce que je sais que c'est un projet qui a été très controversé, critiqué, etc. Donc, bon, je suis un petit peu son évolution. Mais dans la vie courante, qu'est-ce qu'il pourra apporter? D'autres personnes? Ici. Bonjour, merci pour votre exposé. Voilà, je voudrais ramener le problème au niveau mondial, comme vous l'avez très bien fait au début. Et donc là, bon, faire l'observation, comme vous l'avez dit, que la France émet 1% des gaz à effet de serre de la planète, 0,9%. Voilà, c'est à peu près pareil. Donc à partir de là, on peut se dire que quand bien même nous deviendrions les plus vertueux de la planète, notre action n'aurait pas le moindre impact sur l'évolution des climats de la Terre.
À moins que nous pensions, par notre exemple vertueux, convertir la Chine, qui à elle seule émet 44% des émissions de la Terre, et qui ouvre 19 centrales au charbon tous les ans. Alors voilà, derrière cette question, qu'est-ce qui se cache derrière cette gigantesque campagne mondiale pour la transition énergétique? Et peut-être à qui profite le crime? Francis, Oui, bien sûr. Parce que moi j'aurais une question, mais c'est sur l'habitation. D'accord. Peut-être sur ITER, parce que c'est une question d'ordre quasi scientifique, mais pour répondre concrètement. Bon. Là, ce qu'on connaît comme nucléaire, c'est donc la fission. ITER, comme un certain nombre de recherches fondamentales sur ce point, consiste à mettre au point ce qui s'appelle la fusion. Donc un type de réaction nucléaire dont on espère une industrialisation possible à la fin de ce siècle. Donc ITER ne jouera aucun rôle d'ici 2050 pour nous, pour produire l'électricité. C'est un débat de recherche fondamentale, qui est un sujet extrêmement sérieux sur lequel les Chinois, qui ne font pas que ouvrir une trentaine de centrales à charbon par an, mais s'amusent aussi beaucoup, je mets s'amusent entre guillemets, mais montent en puissance sur la question de la recherche sur la fusion, qui est une affaire en gros qui consiste à, pour le dire comme ça, à se passer de l'uranium. Ceci étant, un mot aussi sur l'uranium et les déchets, et le cycle des déchets. En France, on a une relative aussi originalité par rapport à des pays comme les USA. On a essayé de retraiter. Quand je dis qu'on a essayé, c'est qu'on a énormément investi dans le retraitement des déchets. Mais on a 2% de la radioactivité, sur la haute activité, très longue, on est sur des cycles de milliers, de dizaines de milliers d'années, qui concentrent beaucoup de radioactivité qui ne sont pas retraités, qui sont les déchets issus du retraitement. Donc là, c'est le débat du stockage souterrain. Stockage souterrain, CIGEO pur, Haute-Marne, Grand Est, stockage souterrain que les Suédois et les Finlandais viennent de décider. Les Allemands, qui interrompront leurs 3 derniers réacteurs fin 2022, ont une montagne de déchets nucléaires, pour lesquels ils débattent depuis 20 ans. Mine de sel, fermée, bouchon, pas bouchon, visitable, pas visitable, ressortir les combustibles usés si dans 30, 40, 50 ans, peut-être pas en Allemagne, on verra, mais si des pays ont une utilisation de cette énergie. Bon, en tous les cas, nous avons en France à boucler mieux ce cycle, au sens où je prends cet exemple pour vous dire que, en dehors des débats sur fission, fusion, que l'outil de recherche ITER est donc un objet de coopération internationale avec des dizaines de pays qui cofinancent un projet industriel qui se développe à son rythme, au rythme de la connaissance. Et donc ce n'est pas une solution même de moyen terme. C'est une solution pour la fin du siècle. Par contre, pour les déchets, je pense que on ne dit pas assez sûrement que nous poussons tous les cas à la CGT pour développer ce qu'on appelle la filière à neutrons rapides. Vous vous rappelez peut-être, pour les plus anciens d'entre nous, qu'on avait non pas un prototype, mais une installation qui a été livrée, qui a été ouverte, qui a fermé le lendemain, qui s'appelait Superphénix, qui est toujours en démantèlement, avec des problèmes de sodium liquide dans des fûts de béton. Bon, cette installation a été arrêtée pour des raisons d'accord électoral. Voynet, Jospin. On arrête Superphénix. Bon. Nous avons un prototype en France que le CEA a développé qui s'appelle Astrid, qui est également un réacteur de recherche qui pourrait être dans une phase un peu plus industrielle, mais il y a 1 an et demi, le gouvernement a imposé au CEA d'arrêter ce réacteur, la mise au point de ce réacteur de recherche, qui est un réacteur aussi à filière neutrons rapide qui permet d'être 100 fois plus efficace que les systèmes actuels de réacteurs à eau pressurisée qu'on connaît. C'est-à-dire une utilisation quasiment infinie de l'uranium existant. Mais ce prototype a été arrêté
Mais d'autres pays développent des recherches pour, en recherche-développement, pas au stade industriel, mais pour aller vers cette filière des neutrons rapides. Donc je ferme, sans mauvais jeu de mots, pas le cycle des combustibles, mais je ferme la parenthèse du nucléaire pour venir à la deuxième, cette remarque très juste sur effectivement un petit 1% des émissions mondiales. Pourquoi on s'embêterait, enfin, c'est pas pourquoi on s'embêterait, mais à quoi ça sert de faire quelque chose en France? D'abord, je rappelle l'empreinte carbone. Parce que le moins de 1%, c'est nos émissions comptées en France. Mais on achète, on commerce, on importe, il y a un commerce mondial, et on est plus ou moins en capacité de maîtriser notre affaire en investissant, non pas en donnant le bon exemple, mais en relocalisant, en étant plus efficace et en pensant surtout que, certes, la Chine, plus d'1 milliard d'habitants, avec aujourd'hui l'usine du monde, comment le dire. Et l'usine du monde, ça a son revers. Des besoins électriques très importants, fournis par le charbon. En même temps, en Chine, l'EPR a été conçu en 5 ans. Et à peu près en maîtrisant ses coûts. En même temps, en Chine, on commande beaucoup de réacteurs nucléaires en construction. C'est comme les centrales à charbon, si je puis dire. Les centrales à charbon ne vont pas durer très longtemps en Chine. La Chine planifie et programme une sortie des énergies fossiles pour 2060. Et le dit. Mais dit en même temps, nous, on est à peu près comme la France, en tonnes carbone par habitant. 5-6. Les USA sont à 15, je vous le rappelle. Les Chinois veulent à la fois se développer encore plus, se développer mieux, et planifient. Donc l'histoire n'est pas écrite sur ce qui se passera dans, bien sûr, en 2050-2060, mais la Chine est un peu dans cette double volonté. Laissez-nous maîtriser la manière dont on va décarboner, mais on va le faire. Et en général, les Chinois font à peu près ce qu'ils disent. Par exemple, sur la décarbonation dans les secteurs des transports en Chine, c'est parfaitement net. Vous avez plus de dizaines de métropoles qui sont au-delà de 10 millions d'habitants. Tout le monde est à l'électrique. Quand ils viennent en France, ils rigolent beaucoup sur les carburants. Alors, voilà. J'en viens peut-être à la question de la région et de la métropole. Bon. Sur l'aérien, par exemple, et sur le fait qu'il y ait une extension d'aéroports qui conduise à 200 000 tonnes, c'est logique, 200 000 tonnes par an, en plus, d'émissions supplémentaires de gaz à effet de serre. Alors cet aérien, c'est le vecteur du tourisme. Mais est-ce que ce sera le cas dans 20 ans? Des voyages dits d'affaires. Alors, il y a des visioconférences, on se déplace moins pour les réunions, ce qui est un progrès relatif. Pourquoi faire des navettes Orly-Roissy pour aller à une réunion où il y a des visios? C'est un moyen efficace de réduire les trajets en avion. Il y a le transport ferré, donc je ne reviens pas à ce que j'ai dit sur la planification ferroviaire de la haute vitesse pour les liaisons Paris-Nice, mais par exemple le Nice-Marseille, c'est aussi des délais considérables, une saturation de la voie, en rapport avec les TER, qui ne sont pas au niveau de la qualité, de la fréquence nécessaire entre la métropole de Marseille et la métropole de Nice. Mais on doit aussi penser au transport ferré en Europe. En tous les cas, nous, à la CGT, on a été, après une discussion très approfondie de comité régional Loire-Atlantique, contre l'extension de l'aéroport de Nantes. Je vous donne cet exemple, parce qu'il y a eu un grand débat dans la CGT là-dessus il y a plusieurs années. Sur l'aéroport de Nice, je ne connais pas la position, mais je note qu'il y a un terminal 1 qui est fermé depuis, je ne sais pas s'il faut dire une année. Il faut dire presque 2 ans. Bon. Mais je ne connais pas les données de l'extension ou pas, mais
je serais plutôt méfiant. Plutôt méfiant sur, 3 millions d'habitants en plus, il faut un voyageur en plus. sur l'intérêt de cette affaire. Alors, si évidemment les transports jouent un rôle énorme dans les émissions, c'est que en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur en particulier, et y compris aussi dans cette métropole de Nice, c'est évidemment, et vous le remarquerez bien, que, alors heureusement ou malheureusement, mais quel autre secteur émetteur dans la métropole niçoise? Les industries? Lesquelles? Voilà, donc c'est aussi cette question de la dépendance, c'est-à-dire qu'on est interdépendant. De même, c'est aussi le débat de la localisation des énergies et de penser, il y a le phénomène, vous le connaissez bien, le NIMBY, pas dans mon jardin, faites ça ailleurs. Si on décide d'avoir une production électrique décarbonée, on l'a fait où à Nice? Dans la métropole. C'est-à-dire qu'en gros, vous dépendez d'importation électrique. L'électricité utilisée dans la métropole niçoise est faite ailleurs. Mais en général, en PACA, qui est une région très dépendante dans ses approvisionnements électriques. Donc il faut aussi penser aux réseaux, aux interconnexions en Europe, en France et en Europe. Tout ce que j'ai dit là sur un développement relatif des énergies renouvelables conduit à beaucoup d'investissements sur les réseaux que fait RTE. Dans tous les schémas de figure, plus ou moins de nucléaire, plus ou moins de renouvelables, il y a beaucoup à investir dans les réseaux pour tenir l'équilibre des réseaux dans toutes les parties du territoire. Et puis il y a les prix. Je rappelle aussi qu'actuellement, où qu'on soit, on a un tarif réglementé pour les particuliers, puisqu'on a démantelé pour la plupart des usages industriels, sauf quelques contrats de long terme, et qu'on paye le même prix parce qu'il y a une péréquation tarifaire. Or, le coût de production, si on calcule, si on décide d'avoir un coût niçois de l'électricité, vous allez payer bonbon. Enfin, vous ne produisez rien. Alors quelqu'un va vous dire, mais ça suffit. Les gens des Hauts-de-France ou de la Haute-Normandie vont vous dire, mais écoutez, qu'est-ce que c'est ces gens de Nice qui nous achètent de l'électricité sans la payer? Alors ça, c'est aussi les dangers des raisonnements du small is beautiful. Le petit, c'est bien. L'un des ennuis, c'est qui paye quoi? Dans les zones non interconnectées. En Corse, évidemment, nos voisins corses, mais aussi dans toutes les régions, les départements et collectivités d'outre-mer, vous avez une solidarité qui fait que vous avez des coûts de production avant la flambée des prix de l'énergie qui étaient à 200-250 euros le mégawattheure, contre 50 dans l'Hexagone. Mais parce qu'il y a une subvention avec finalement nos impôts qui fait que l'électricité en Corse est au prix du continent. C'est la même chose en Guadeloupe. Là, on leur a fixé à ces îles des objectifs d'autonomie énergétique et d'être 100% renouvelable, plus rapide que nous. Ils ne les tiennent pas du tout pour l'instant. Il y a des projets, il y a des investissements, ils n'y arrivent pas. Bon, la Corse a un bout de liaison fixe, avec de l'électricité et des projets gaz. Mais ça ne fait pas le tour du prix. Donc il y a des subventions. Donc, là, je dis cela aussi, quel choix pour le pays? Est-ce qu'on veut maintenir des tarifs réglementés, péréqués, avoir une solidarité entre régions, ou pas? Les tensions vont monter là-dessus. Je ne fais pas tout écho, malheureusement, à l'actualité d'hier soir, mais de la nuit, des enjeux des prix de l'énergie. Mais il est évident que s'il n'y a pas des marges pour un pays comme le nôtre de déterminer lui-même ses investissements et ses prix, et qu'on est tous au prix du marché à l'heure, gouverné par le gaz d'appoint pour faire de l'électricité, les prix vont être totalement pas maîtrisables pour les gens. Ce sera la raréfaction par l'argent. Voilà, les commentaires n'auraient pas des réponses forcément, des idées sur... Alors, quelques explications sur le département. L'énergie qu'on a, c'est dans la vallée de la Roya, il y a des centrales hydroélectriques, mais bon, limitées dans la productivité. On en a aussi dans l'arrière-pays, mais il n'y a pas d'endroit où on pourra faire un grand barrage, etc. L'éolien,
ceux qui prennent la M6002 parallèle, il y a des éoliennes pour pomper l'eau du Var, pour faire arroser les plantes. Oui. Je ne les vois jamais tourner. Je passe tous les jours là-bas et on ne les voit pas tourner. Donc il n'y a pas assez de... Il y a quelque chose où je n'ai pas pu trop en savoir plus. Le maire de Nice a décidé de faire une production d'hydrogène pour les futurs bus. Il va faire une usine, alors je ne sais pas par quel moyen, pour fabriquer de l'hydrogène. Alors c'est un peu à la mode aussi de faire, on est écolo, etc. Mais ça peut être intéressant. Déjà, il y a pas mal de bus qui marchent à l'électricité à Nice, avec des systèmes de recharge dans les stations en quelques minutes. Il y a des portiques qui descendent et qui chargent le bus. Et donc ça, c'est des côtés positifs. Quelques mots sur la Chine, puisque j'ai mon fils qui est là-bas comme conseiller scientifique. La Chine fait des efforts considérables. Par exemple, Pékin me dit la pollution, on ne met plus de masque, ni pour le Covid, ni pour la pollution. C'est vrai qu'ils ont poussé plus loin les productions, etc. Ils font des efforts. D'abord, un exemple. Il a un colocataire qui est ingénieur logisticien de Nouvelle-Zélande, parce qu'ils prennent beaucoup de cerveaux de toute la planète. Je ne vous dis même pas les propositions qu'on a fait à mon fils. Mais le gars, il conduit des camions sans chauffeur. Donc ils ont fait des autoroutes, parce que ça revient moins cher que de faire des lignes de chemin de fer. Ils ont des camions, donc sans chauffeur, qui transportent des marchandises sur plusieurs centaines de kilomètres. L'avantage, c'est qu'ils peuvent se garer sur des parkings, et d'autres camions viennent pour alimenter les villes et les villages, etc. Pour l'instant, ça marche au gasoil. Mais ils sont en train de travailler, d'après son copain, sur de mettre ces camions à l'hydrogène. Donc on voit ce pays, parce qu'1,5 milliard d'habitants, ça pose énormément de problèmes. Bon, moi, c'est sur une autre question. Bon, vous savez, je travaille dans le bâtiment. Là, je suis sur je fais conseiller technique là, pour une grosse rénovation où on isole la maison. Alors moi, je ne suis pas pour le 0 watt, comme certains le développent, mais on peut économiser, je dirais, 50% de notre consommation électrique. Par exemple, moi j'ai une terrasse, j'avais mis 4 projecteurs halogènes, ça me brûlait 600 watts de l'heure. Là j'ai mis 6 LED qui éclairent aussi bien, les 6 me font 24 watts. Vous voyez la différence. Sur le bâtiment, on a des outils aujourd'hui qu'on achète qui consomment beaucoup moins que ce qu'on avait avant. Ils valent cher, mais on consomme beaucoup d'énergie. Après, moi je crois à l'isolation des maisons. Là, le projet auquel je participe, on isole l'intérieur et l'extérieur. Donc il va y avoir... Et en toiture aussi. Et là, pareil, on va mettre toute la toiture en panneaux solaires. Bon, il y en a quand même pour 34 000 €. Mais le problème, quand vous dépassez, donc ça va produire 12 kWh quand il y a le soleil, bien entendu. Mais le problème, c'est que quand on dépasse les 10, la TVA n'est plus à 5,5, elle est à 20%. Parce qu'on fait une grosse production. Donc là, on est en train de voir avec le client et les autorités qu'il y a quelque chose d'anormal. D'autant plus que pour les panneaux solaires, il faut une déclaration de travaux. Et je peux vous dire que la métropole, ils sont pas faciles. Il suffit qu'il y ait un monument à côté, etc., pour recevoir des refus. Mais donc aujourd'hui, quand on voit les machines clanchettes, les frigos, etc., qui consomment beaucoup moins d'énergie, on peut économiser personnellement beaucoup plus que ceux il y a quelques années. Regardez, même les chauffages électriques à bain d'huile que l'on fait, je parle les modernes, c'est pas les grille-pains qu'on avait il y a quelques années en année. Donc là, je pense que ce que tu disais, c'était... ben oui, il y a une responsabilité de chacun, mais on ne va pas réduire notre façon de vivre. Bon, il faut quand même faire attention. Après, il y a une autre question que les artisans me posent. De plus en plus de villes vont prendre des mesures contre les véhicules diesel. Les artisans, ils ont des camionnettes pour aller travailler. Ils n'ont pas des gros moyens. Moi, je vois là un artisan qui veut changer son véhicule pour prendre un véhicule hybride avec une prime, je crois, de 10 000 €. Ça lui coûte 32 000 €. Il dit, je ne peux pas l'acheter. Ce qui veut dire que les villes qui vont prendre des mesures demain, les artisans, ils restent à la frontière des métropoles. Je crois que là, il y a quelque chose. Et je peux vous dire sincèrement des discussions que j'ai avec cette profession, certains qui avaient l'esprit écolo, ils l'ont plus du tout, hein, parce que
dans toutes ces villes que l'on veut imposer le non-diesel, parce qu'à un moment donné, l'artisan, il faut qu'il aille sur les chantiers en ville, quoi. Voilà. C'était juste un peu une expérience personnelle et monsieur. Bonsoir à tous, merci pour votre présentation et pour les intervenants. Alors, Bure, c'est dans la Meuse, c'est limitrophe. Pour ceux qui ne sont jamais allés dans la Meuse, ils m'écoutent et ils entendent la façon de parler en Meuse. Alors, et oui, parce qu'il ne faut jamais renier ses racines, ce que bon nombre de nos politiciens font. Alors, pour faire la transition avec monsieur concernant les écolos, moi je suis écologue. Je n'ai pas de chemise à fleurs, je n'ai pas les cheveux longs. On travaille sur des chiffres, on travaille sur des données. Alors, on a parlé d'énergie. Comment produire de l'énergie? Moi, la seule équation que je connaisse et qui m'importe, c'est pas une paire équation, c'est une équation qui est d'une simplicité, mais enfantine, et que j'ai toujours plaisir à décrire. C'est l'équation de la photosynthèse. C'est un phénomène biologique qui perdure depuis la nuit des temps, qui permet à la vie d'exister et de se nourrir de ce qui nous pose problème ce soir et depuis des décennies, qui est le dioxyde de carbone. Et lorsque l'on évoque ici à Nice ou dans d'autres cités, la végétalisation, je vous invite à aller voir la promenade du Paillon et d'y apprécier ne serait-ce que l'état des gazons. Alors je vais faire un cycle pour rejoindre toutes les interventions qui ont eu lieu. Un sol, qu'est-ce que c'est? C'est un fabuleux réservoir de carbone. Que fait-on en France? Des concours de labour. Qu'est-ce que c'est qu'un labour? C'est une oxygénation du sol qui remet dans l'atmosphère le carbone sous forme de CO2. C'est un tracteur qui consomme du gasoil. Alors, je me lève, regardez, je ne suis pas un géant. Quand j'étais petit, la roue arrière d'un tracteur arrivait à un homme de ma taille actuelle, ici. La roue actuelle d'un tracteur à l'avant, c'est probablement plus haut que ma taille. Donc on est parti dans une, je ne dirais pas une folie, mais dans une démarche intellectuelle du toujours plus. Il y avait une publicité, Monsieur Plus, à la télé, pendant un temps, et puis vu à la télé. Alors dès que c'est vu à la télé, c'est forcément quelque chose d'extraordinaire. Et la photosynthèse dont je vous parlais, c'est l'équation chimique inverse de la respiration. Parce que Madame fronce les sourcils. Eh oui. Quand vous entendez sur les ondes ou que vous lisez dans des articles que l'Amazonie, la forêt amazonienne plus exactement, et puis le bassin, la forêt du bassin du Congo, sont les poumons de la Terre. Tout faux. Quand nous respirons de l'oxygène et nous expirons du dioxyde de carbone. La forêt, elle, respire, tout comme nous, mais lorsqu'on a une certaine intensité de lumière, on arrive à un point de compensation, et dès que ce point de compensation est atteint, grâce à l'intensité lumineuse et puis à la qualité de la lumière, bref, on a une production d'oxygène
qui augmente et qui dépasse la production de CO2 qui est intrinsèque à tout être vivant, donc qui respire, et donc c'est ce qui nous permet d'avoir donc l'oxygène dans l'atmosphère. Et alors, l'énergie, on ne peut pas se passer d'énergie. Nous, notre énergie, c'est le sucre. Si vous ne mangez pas de sucre, sucre au sens générique, hein, pas le carré qu'on a dans les boîtes. Donc, ce qu'il faudrait, je pense, intégrer dans cette équation énergétique, c'est de minimiser les dépenses, mais également de se servir de ce phénomène que je viens de brièvement décrire, donc de rétention, ça forme des puits de carbone, vous avez entendu parler des puits de carbone, le sol, les sols de façon générale, qui contiennent de la matière organique, sont un des réservoirs les plus importants. Et le gros problème que l'on a avec ce dioxyde de carbone, qui constitue un des gaz à effet de serre, c'est qu'en fait le pétrole, parce qu'on dit c'est pas naturel, ça pollue, mais il n'y a rien de plus naturel que le pétrole, ça a pour origine des plantes, tout autant que le charbon, en tout cas le charbon végétal. Bon. Ils étaient séquestrés dans la lithosphère, dans les couches profondes de la Terre. On les met dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'on les passe d'un endroit où ils étaient séquestrés dans l'atmosphère, et on vous fait croire que l'on compense, alors je pense à lui toujours, à Yann Arthus Bertrand, je ne lui en veux pas, et on vous fait croire que parce qu'on a pris un hélicoptère, on a compensé l'émission de gaz donc émis par la combustion des moteurs, en plantant des arbres, en omettant de dire que les hydrocarbures viennent du compartiment lithosphérique et qu'en fait il est réémis dans le compartiment atmosphérique où nous vivons. Et vous voyez, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'il y a des biais dans ce qui nous est présenté. Voilà. Donc, je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous sommes vivants, nous faisons partie du vivant. On nous parle de biodiversité, tout ça en fait partie, et que toute la vie s'est constituée grâce à cette très simple équation. Madame, je vous invite, vous rentrez à la maison, même sur votre téléphone, vous tapez photosynthèse, c'est d'une simplicité. Mais malheureusement, vous voyez ici, pour en revenir à la métropole de Nice, des sols qui pouvaient capter une partie du carbone, la vallée du Var, il y a 10 ans, il y avait énormément de maraîchers. Ça a été bétonné. On m'a dit, quand je suis arrivé à Nice, que l'église de Saint-Roch, elle était dans les cultures. Bon, je crois que c'est M. Latouche qui a écrit un livre sur l'histoire locale. Bon, voilà. Le pays de Nice, je pense que c'était le paradis sur terre, l'horticulture, c'est ma formation originelle. L'œillet de Nice était connu partout dans le monde. Eh bien, je pense, on parlait de planification, justement, parce que la planification est importante. Si l'on s'intéresse à la planification qui a été imposée par le plan Marshall pour relever nos pays qui ont subi ce qui, je l'espère, ne va pas se reproduire dans les mois qui viennent suite à ce que vous évoquiez, donc les problèmes avec l'Ukraine. L'Ukraine qui détient des sols, si vous saviez la richesse des sols ukrainiens, merveilleux, les teneurs en matière organique. Bien, donc si l'on planifie, il faut avoir une approche
holistique, le tout. Et c'est ça la difficulté. Parce que les énergéticiens, eux, travaillent sur l'énergie. Les agronomes sur leur partie. Et ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est à les mettre tous ensemble. Monsieur, il y a d'autres personnes qui veulent la parole. Bientôt, J'en finis, monsieur. J'en finis, monsieur. Travailler tous ensemble et non pas les uns contre les autres, chacun sa chapelle. Voilà, je vous remercie. Merci. D'autres personnes? Non, mais... Non, ça me donne l'occasion, moi je souscris à tout ce que vous avez dit, sur la compensation. Parce qu'on entend beaucoup, il y a d'une part des publicités, chacun en gros serait amené à je fais un peu trop de CO2, mais je vais compenser en plantant en arbre. Bon, voilà l'idée de base qui serait valable pour Total. Le PDG de Total fait de la compensation. Moi je fais de la compensation. Voilà. Chacun met sa pierre à l'édifice. Bon, je signale juste pour vous donner une idée des masses qu'il est prévu a priori pour tenir nos objectifs sur, je rappelle, 450 millions de tonnes aujourd'hui gaz à effet de serre par an en France, que nous allions à environ 100 millions de tonnes et qu'on compense 2050 et qu'on compense, c'est-à-dire qu'on fasse jouer au puits par les sols, par les forêts, donc par le cycle végétal, qu'on compense 85 millions de tonnes d'émissions qu'on compenserait en veillant à avoir des puits de carbone, de CO2, des puits qui fonctionnent bien. Mais rien ne dit que les cycles observés sur le végétal, et tout dépend de quel végétal on parle, de quelle espèce, de quelle essence, bref, sans développer, il y a là un énorme point d'interrogation dans ce qui s'appelle savamment donc les émissions nettes et les émissions brutes. Le net, c'est quand on a fait des puits et qu'on tient nos objectifs en compensant beaucoup. Nous sommes très sceptiques sur cette manière de voir ou de faire. Parce qu'encore une fois, rien ne dit que le cycle végétal va fonctionner comme il l'a fait, puisqu'il est très sensible aux températures, à l'accumulation de l'imperméabilisation à tel ou tel endroit qui vaut pour ailleurs, etc. Donc dans un écosystème bien compris, il n'y a pas intérêt à beaucoup jouer les compensations. C'est la prudence qui nous y invite. Voilà mon sentiment. Moi, je voulais parler juste aussi d'un scandale, c'est le droit de polluer. J'ai participé à des colloques avec le cimentier Lafarge, et donc il y a des représentants dans le Creux de l'Oreille qui m'ont expliqué que Lafarge achète des droits de polluer à des pays qui ne polluent pas, ce qui leur permet de polluer plus. Donc ça, c'est une réalité, mais on n'en parle pas. Et il y a eu le scandale avec cette société israélienne qui se faisait rembourser la TVA. Il y a eu de la fraude à la TVA. Voilà, la fraude en plus. Mais c'est une réalité. En même temps, alors ils ont été rachetés par le groupe suisse, etc. En même temps, moi je participe à l'innovation pendant du ciment. Il y a des ciments isolation thermique. Vous en avez un exemple sur la voie rapide. Un immeuble tout noir. Il n'y a pas de ferraille, c'est fait avec la fibre de verre, etc. Il y a des ciments, moi j'ai vu du béton, des rampes, on a fait des expériences, des rampes, alors ça a un coût, mais des rampes qui perméabilisent le sol. C'est-à-dire au lieu que ce soit étanche, aujourd'hui, bon moi je l'ai vu qu'au niveau expérimental, je ne l'ai pas pratiqué, mais je l'ai vu, ils nous ont fait dedans en béton, et donc l'eau arrive à passer à travers, ce qui permet d'éviter tout ce qu'on rencontre de la dégradation de notre région, des restanques, etc. Puisque là aujourd'hui, vous savez que pour les constructions, on est obligé de construire des bassins de rétention parce qu'on a tellement imperméabilisé les sols qu'on fait des torrents de partout. Voilà. Après, un autre exemple, bon, nos amis de la Voya, moi j'avais vu un climatologue quelques jours après la catastrophe de tempête Alex. Il m'a expliqué que l'augmentation de 1 degré, 1,5 degré de la mer Méditerranée, il y a une évaporation plus importante qui s'est retrouvée dans les contreforts des montagnes
Et comme il y a un réchauffement d'habitude, ça retombait en neige, et c'est pas tombé en neige mais en eau, parce que n'oubliez pas que la neige c'est un réservoir considérable de millions de litres d'eau. Donc là aussi on voit et 1 degré, 1,5 degré seulement. Hein, voilà, c'était. D'autres personnes? On en tient là. Je vous remercie en tout cas de votre... Voilà, je remercie Francis. Donc